Blizzard Entertainment se fait connaître dans les années 90 pour ses jeux de stratégie en temps réel. En s'inspirant de Dune 2 Battle for Arrakis en 1992 de Westwood Studios, qui a créé le genre du STR, ils font ainsi paraître Warcraft Orcs and Humans en 1994, qui en propose une déclinaison fantasy, avec une action plus frénétique, un mode multijoueur et davantage de micromanagement. 10 ans plus tard, après une trilogie, l'univers de Warcraft devient, avec World of Warcraft en 2004, le MMORPG le plus persistant et le plus rentable de tous les temps, tandis que le mix STR et RPG du dernier Warcraft inspire par des modes la création du genre du MOBA, représenté aujourd'hui par des titres comme League of Legends, paru en 2009. Voyons donc les origines de la saga Warcraft dans cette rétrospective. La société américaine Silicon Synapse est fondée en 1991. Au-delà de portages divers, elle fait paraître des jeux de course et le jeu de plateforme The Lost Vikings en 1992, où l'on alterne entre 3 personnages aux capacités uniques, qui inspirera d'ailleurs la série Trine. Racheté par Davidson Associates, le studio est renommé Chaos Studios, puis Blizzard Entertainment, et c'est sous cette nouvelle bannière qu'ils font paraître leur premier STR. A l'époque, Dune 2 Battle for Arrakis en 1992 sédimente les principales composantes du jeu de stratégie en temps réel, avec une base, des récolteurs de ressources, des bâtiments, des unités et des commandes pour mener les armées les unes contre les autres, pour mêler réflexion et action. Souhaitant mêler le gameplay de Dune 2 au thème fantasy de The Lost Vikings et de Warhammer, le STR de Blizzard s'oriente donc vers la fantasy. Les 3 factions de Dune 2 laissent place à 2 races aux unités très reconnaissables, les orques et les humains, avec un focus sur les unités individuelles et les commandes du joueur. On peut ainsi recruter plusieurs péons ou paysans, collecteurs de ressources, les faire collecter l'or en entrant dans des mines, et le bois en coupant lentement des arbres, pour établir des bases dans des cartes resserrées. L'aspect économique est ainsi bien plus marqué. On commence par construire des fermes, des bâtiments militaires et des bâtiments magiques autour d'une route, en échange de ressources toujours plus importantes, pour constituer sa petite armada de guerriers, de cavaliers, d'archers et de magiciens. Si les unités ont des looks différents en fonction des races, les statistiques restent assez similaires, à l'exception des sorts des magiciens, qui permettent d'invoquer des squelettes ou des démons côté orc, ou de soigner et d'appeler des élémentaires d'eau côté humain. Cela impose ainsi en plein combat de sélectionner les sorts à utiliser, impliquant davantage de micro-gestion, marque de fabrique de la série. L'histoire est un peu plus fouillée que dans Dune 2, avec une progression des orques aboutissant à la destruction des humains, fin canonique de l'univers de Warcraft, ou une progression des humains pour booter les orques hors du monde d'Azeroth, avec quelques briefings animés. Les missions sont aussi variées, lancer une économie de ferme, avoir uniquement des unités militaires pour tuer un héros adverse, sauver une ville attaquée. La musique épique de Gregory Alper, les cris des troupes et la violence avec ses traces de sang donnent du cachet à l'univers et à la différence marquée entre les 2 races. Par ailleurs, le titre permet de lancer un mode escarmouche et même des parties multijoueurs absentes de Dune 2. Reste que le titre est dur et lent. D'une part, il faut davantage micromanager ses troupes et ses collecteurs de ressources, en poussant de plus en plus vers les mines d'or réparties sur la carte en triomphant des vagues d'ennemis. D'autre part, la constitution de l'économie avec le recrutement des péons et leur collecte lente de bois et d'or rendent chaque début de partie plutôt rébarbatif, d'autant que l'IA est bien plus efficace que nous. Aussi, à l'époque, on peut sélectionner des groupes d'unités, mais uniquement de 4. C'est certes mieux que le clic par unité de Dune 2, mais cela reste peu efficace lors des missions impliquant plus d'une dizaine d'unités. Avec un cachet fantasy unique et une histoire plus intéressante, Warcraft Orcs and Humans investit le micromanagement avec une cohorte de collecteurs à gérer, des unités spéciales avec différents pouvoirs à manager et des escarmouches régulières dans des campagnes avec des missions plus variées. Ce STR qui appuie l'histoire et les compétences spéciales sera assurément la marque de fabrique de Blizzard. Reste que le titre est lent et plutôt dur. Je note donc ce jeu, Orques Brutaux sur Chevalier Hurlant. Relativement bien vendu à quelques centaines de milliers d'unités,
Warcraft assure Blizzard de sa bonne direction, le poussant à proposer en 1995 une suite bien plus aboutie. Warcraft 2 Tides of Darkness rajoutera ainsi le pétrole et les unités navales et aériennes avec 2 millions de copies écoulées en quelques années. Mais ce sera surtout Warcraft 3 Reign of Chaos en 2002 qui illustrera le triomphe de la série, avec 4 races, une campagne mieux écrite, un mélange avec le RPG, avec des héros capables de prendre des niveaux, pour 1 million de copies écoulées en seulement un mois, et une influence majeure sur le genre du STR, ne serait-ce qu'avec ses modes, dont le plus populaire, Defense of the Ancients, a inspiré le genre immensément populaire du MOBA. La sortie de World of Warcraft en 2004 vient parachever le passage définitif du STR au RPG pour la série, avec un énorme succès. 100 millions de comptes en 2014, un revenu estimé en 2017 à 9 milliards de dollars, et 8 millions de joueurs actifs en 2023. Aujourd'hui, Blizzard, devenu Activision Blizzard, est le 6e revenu mondial dans le secteur du jeu vidéo, mais a été absorbé l'an dernier par Microsoft, le 3e revenu mondial du secteur. Au vu de l'immense portfolio qui est le leur, et au vu du statut du STR aujourd'hui, plutôt passé de mode, on ne comptera pas de sitôt un nouveau STR dans l'univers de Warcraft.